Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet assez dingue. Comment fait-on pour faire tenir une intelligence artificielle puissante dans des ordinateurs si petits qu'ils tiennent sur le bout du doigt? Bienvenue dans le monde fascinant du TinyML. Alors, on a tous cette image de l'IA, des serveurs énormes dans des data centers qui consomment une énergie folle pour faire leurs calculs. Mais et si tout ça n'était pas obligatoire? Et si l'IA pouvait fonctionner sans être connectée en permanence au cloud? C'est la question qui est au cœur du problème. Parce que l'IA traditionnelle, eh bien, elle est super gourmande. Et pour que ce soit bien concret, regardez ça. Ce n'est pas une image de synthèse, c'est la réalité du TinyML. L'intelligence artificielle dont on va parler, elle vit là-dedans, dans ce tout petit composant électronique. C'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. C'est la maison de l'IA de demain. On pourrait se dire, pourquoi s'embêter? Pourquoi ne pas simplement tout envoyer au cloud? Eh bien, pour les milliards de petits appareils qui nous entourent, les capteurs, les objets connectés, la connexion au cloud est une énorme contrainte. C'est lent, ça vide la batterie en un rien de temps, et ça exige une connexion permanente. Bref, ce n'est juste pas possible dans la pratique. Et c'est là qu'intervient la solution, le TinyML. C'est l'art d'exécuter des modèles d'IA directement sur ces tout petits appareils. L'intelligence n'est plus à des milliers de kilomètres, elle est locale, on dit à la périphérie, ou at the edge en anglais, elle est carrément intégrée dans le matériel. Ce chiffre, c'est la clé de tout. Moins d'1 milliwatt. C'est l'objectif de consommation d'énergie du TinyML. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est ça qui est incroyable. Un appareil peut fonctionner pendant 1 an. Avec une simple pile bouton, 1 an. Ça ouvre la porte à des applications qu'on n'osait même pas imaginer. D'accord, alors plongeons un peu dans la technique. Comment on y arrive? Le processus peut sembler un peu intimidant, mais on peut le voir comme une sorte de recette de cuisine, avec des étapes bien claires pour créer notre intelligence artificielle embarquée. Voici les 6 étapes clés. C'est un peu comme si on éduquait un étudiant. D'abord, on lui fixe un objectif, ce qu'il doit apprendre. Puis, on lui donne des livres, c'est notre jeu de données. On lui donne une méthode, c'est l'architecture du modèle. Ensuite, c'est la phase d'étude, l'entraînement. Après ça, on doit résumer tout ce qu'il a appris dans un format de poche, c'est la conversion. Et enfin, il est prêt à utiliser ses connaissances dans le monde réel, c'est l'inférence, le moment où le modèle prend une décision. L'étape de l'entraînement, elle est absolument cruciale. Et il y a un piège à éviter. Regardez le graphique. La ligne en pointillé montre que le modèle s'améliore sur les données qu'il connaît par cœur. Mais la ligne pleine, sa performance sur des données nouvelles, eh bien, elle commence à chuter. C'est ça, le surapprentissage. Le modèle a appris par cœur sa leçon, mais il n'a pas compris. Il ne sait pas généraliser. C'est une chose que les ingénieurs surveillent comme le lait sur le feu. Bon, à cette théorie, voyons maintenant ce que cette technologie peut vraiment faire. On va passer à quelques exemples bien concrets qui illustrent parfaitement la puissance du TinyML. Premier exemple, un grand classique que beaucoup de gens utilisent sans le savoir, la détection de mots-clés. Vous imaginez un appareil qui reste en veille, qui ne consomme presque rien, et qui se réveille d'un coup seulement quand il entend un mot précis comme « oui » ou « non ». Ça, c'est du TinyML pur jus. Mais comment un ordinateur peut entendre? Il ne traite pas le son comme nous. Le son brut, l'onde qu'on voit en haut, est en fait transformé en une image, un spectrogramme. C'est une sorte de carte visuelle des fréquences du son. Et ça tombe bien car les modèles d'IA sont devenus incroyablement bons pour analyser des images. C'est comme ça qu'ils arrivent à voir les mots. On passe à un autre sens, la vue. Un autre cas d'usage très répandu, c'est de savoir si une personne est présente ou non dans le champ d'une caméra. Et ce qui est génial, c'est que ça se fait sans jamais envoyer la moindre image sur Internet, ce qui est une excellente nouvelle pour la vie privée. Là, la logique est très directe. Une image entre et une réponse très simple sort, personne ou pas personne. Ce qui est intéressant d'un point de vue technique, c'est que les données d'image demandent souvent moins de préparation que l'audio. Le modèle peut travailler presque directement avec les pixels, ce qui simplifie pas mal de choses. Et pour finir, un exemple un peu plus interactif, un peu plus ludique. Imaginez un objet, une sorte de baguette magique, capable de reconnaître les gestes qu'on fait en l'agitant dans les airs. C'est un exemple parfait de ce qu'on peut faire en reconnaissance de mouvement avec le TinyML. Ce schéma montre exactement comment ça marche. Le capteur de mouvement, l'accéléromètre, capture les données du geste. Ces données sont ensuite analysées par un modèle d'IA incroyablement petit, seulement 19,5 kilooctets. Ce mini-cerveau prédit le geste et en retour, il peut par exemple allumer une LED. C'est vraiment de l'intelligence embarquée à l'état pur. Tout ça, ça semble presque magique. Mais derrière cette magie, il y a un énorme travail d'ingénierie. Réussir à faire entrer une IA aussi performante dans un si petit espace, ça demande un travail d'optimisation acharné. C'est le dilemme permanent de l'ingénieur en TinyML. Il faut sans cesse trouver le bon équilibre. D'un côté, on veut la précision, que le modèle donne la bonne réponse.
Et de l'autre, on veut la performance, qu'il soit assez petit pour la mémoire, assez rapide pour être utile et assez économe pour la batterie. C'est un compromis constant. Alors, comment on fait pour faire maigrir un modèle? L'une des techniques les plus puissantes s'appelle la quantification. Imaginez que le modèle travaille avec des nombres très précis, avec plein de chiffres après la virgule. La quantification, c'est un peu comme si on arrondissait tous ces nombres à l'entier le plus proche. On remplace des nombres complexes par des nombres beaucoup plus simples. Le modèle devient alors beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, et souvent, la perte de précision est à peine visible. Finalement, tout l'art du TinyML, c'est de jongler en permanence avec ces 4 contraintes. La latence, donc la vitesse de décision, la consommation d'énergie, pour l'autonomie, la taille du modèle, pour la mémoire, et bien sûr, la précision. Réussir un projet TinyML, c'est trouver l'équilibre parfait entre ces 4 piliers. Pour conclure, je voulais partager cette citation qui capture parfaitement l'émerveillement au cœur du TinyML. Au-delà de la pure technologie, il y a cette fascination de donner une forme d'intelligence, de perception à des objets minuscules, de leur permettre de comprendre et d'interagir avec notre monde. Et honnêtement, on n'en est qu'au tout début.